Bonjour, Caroline Dia, chargée de mission CNAM Centre. Cette étude est commandée par le comité d'orientation régionale et porte sur la FOAD dite nationale pouvant être entièrement suivie à distance. Elle s'est déroulée de septembre à fin décembre 2014 en collaboration avec Caroline Limessout et Sophie Bréard. Cette présentation dure environ 20 minutes. Face à l'évolution des besoins des auditeurs et la demande accrue en formation à distance, cette étude a pour objectif de mieux comprendre les usages de la formation à distance et comment chacun, auditeur et enseignant, vivent cette modalité. En aucun cas, c'est une évaluation des enseignants ou des enseignements. Pour penser à son développement et à l'amélioration de sa qualité, il faut déjà aller voir ce qui se pratique. Les critères de choix des UE et des auditeurs. Avec la direction, nous avons choisi un petit nombre d'UE en FOAD, avec des ressources nationales, des recrutements facultatifs. On a veillé à une répartition entre STI et MS. Un des critères était aussi de pouvoir échanger sur les pratiques avec d'autres centres CNAM qui dispensent également ces UE. Cela a donné lieu à des entretiens avec 5 enseignants, puisqu'une des UE est dispensée par 2 enseignants. Cet aspect était aussi intéressant à regarder. Un autre critère de choix, une UE est dispensée par un nouvel enseignant au CNAM, mais tous les enseignants qui ont participé à cette étude sont très expérimentés. Cet auditeur, choisi en dehors des UE pour ne pas pouvoir croiser les données et justement aller vers une évaluation des enseignements. Pour les auditeurs, l'enquête n'est pas centrée sur une UE précise, c'est beaucoup plus global et sur l'ensemble des UE qu'ils ont suivis dans leur parcours. Il y a 2 nouveaux auditeurs et 5 anciens auditeurs. Les sources de données, il y avait un questionnaire en ligne sur les usages du numérique, dont les activités d'enseignement, un entretien d'1 heure en moyenne, l'établissement des typologies sur le même modèle que ce qui a été présenté pour les formations hybrides. On a essayé de croiser ces données et de voir ce qui pouvait être, pour en extraire les données utiles à l'enseignement, ce qui se passait pour l'enseignement. Il faut faire attention, c'est bien une restitution anonyme, sans jugement sur les pratiques, s'attachant à rendre compte de la parole de chacun le plus fidèlement possible. Il y a quand même une limite aussi dans la finesse et la compréhension des items du questionnaire. Les outils et les usages et leurs usages sont vraiment très nombreux. C'est difficile de tout explorer. Le numérique utile à l'enseignement, pour tous, le numérique fait partie de la vie quotidienne, de la vie professionnelle. C'est une évolution de la société. On peut noter l'utilisation d'une large palette d'outils quand même par tout le monde, sauf peut-être un auditeur, tout simplement parce qu'elle en a moins l'utilité aussi bien au niveau personnel que professionnel. Dans l'enseignement, le numérique, il est surtout jugé utile pour des recherches, la préparation de cours, une veille professionnelle. Alors après, là où les avis sont plus partagés, il y a 2 enseignants qui considèrent que rien ne remplacera la relation de face à face, la relation pédagogique. Des auditeurs ont aussi abordé ce sujet, mais sous un angle beaucoup plus large de la communication, aussi bien en présentiel qu'à distance, et aussi bien entre auditeurs qu'entre enseignants. Ils ont évoqué le langage paraverbal, permettant à l'enseignant de mieux s'adapter à chacun, de situer où il en est, et qui n'est pas possible à distance. Le choix des modalités, c'est bien sûr en fonction de leurs contraintes, familiales et professionnelles, un peu géographiques, qui ne leur permettent pas maintenant de suivre une formation totalement en présentiel, même si certains préféreraient. Donc on prend quelques UE en présentiel, le reste à distance. C'est aussi un moyen de raccourcir son parcours, puisqu'on va prendre une UE en présentiel et les autres à distance. C'est aussi en fonction de la disponibilité et de la lisibilité de l'offre.
on peut remarquer que ni les auditeurs ni les enseignants ne différencient faux et hybrides, où la présence sur groupement est vraiment considérée de la même manière. Les auditeurs, eux, ils ont besoin d'anticiper ces modalités pour pouvoir tout simplement mieux organiser leur emploi du temps. L'organisation des apprentissages, nous avons exploré comment les apprentissages étaient organisés par les enseignants mais aussi par les auditeurs. Il en ressort une hétérogénéité des publics avec des motivations différentes. Pourquoi on vient se former au CNAM, et en fonction des enjeux, un investissement assez différent. Le niveau aussi de connaissances préalables qui peut être très différent, pas qu'en termes disciplinaires, de connaissances disciplinaires, mais aussi en termes d'expérience professionnelle. Par exemple, il y a des personnes qui sont vraiment en reconversion. La question des prérequis est également évoquée par quelques enseignants, aussi des auditeurs, qui ont du mal à cerner les attendus et les modes de validation. Donc les niveaux de connaissances préalables, ils demanderaient à être précisés. Il y a des rythmes et des organisations personnelles très différents, avec des auditeurs qui travaillent tantôt certains que le week-end, d'autres qui ont du mal à programmer leurs apprentissages. Certains auditeurs apprécient l'ouverture des séances de manière progressive. Ils ont moins le sentiment d'être devant une montagne. D'autres, au contraire, ont besoin d'une vue d'ensemble. Et sur ce point, les enseignants sont partagés entre un grand respect du rythme de chacun et le souci de guider, sans toutefois noter une réelle différence dans les apprentissages. Tous les auditeurs, en tout cas, apprécient d'avoir une feuille de route, une planification et de pouvoir mieux identifier les priorités. En ce qui concerne les ressources, elles sont d'une manière générale jugées de très bonne qualité. Il y a juste un point de vigilance aussi à avoir par rapport à l'impression. Certains ont besoin d'imprimer pour apprendre. Donc il y a ce point de vigilance, notamment avec les PowerPoint. Ça m'était rapporté plusieurs fois, avec beaucoup de pages qui ne présentent pas forcément un intérêt comme support de cours imprimé. On les a également interrogés sur le travail collaboratif. Alors c'est pas pratiqué pour l'instant, ou éventuellement très peu. Pour les enseignants, c'est difficile à mettre en place. Pour les éditeurs, oui, ils aimeraient bien, mais d'un côté avec des inquiétudes, il ne faut pas que ça leur prenne plus de temps. C'est difficile de combiner le rythme de chacun, de trouver des rendez-vous synchrones, de communiquer avec des auditeurs qu'on ne connaît pas. Alors, les auditeurs interrogés s'efforcent d'être présents au regroupement. Ils disent que c'est important parce que cela rythme quand même les apprentissages. En disant, par exemple, on sait qu'on doit travailler telle et telle séance pour le prochain groupement. Et dans ce cas, tout le monde vient en ayant étudié la même chose, qui facilite les échanges. Certains enseignants interrogent en amont les auditeurs pour connaître leurs besoins et adapter les contenus des groupements. C'est aussi l'occasion de partager des savoirs acquis en situation de travail. Cela permet aussi de voir comment cela se passe dans les entreprises, et même pour certains de trouver des pistes d'emploi. Tout le monde regrette le petit nombre de participants et que ce ne soient pas toujours les mêmes, car cela, pour la limitation des échanges, non seulement dans les groupements, mais aussi hors des groupements. Ils souhaitent tous quand même, les auditeurs, que pour faciliter ces échanges, que certains groupements soient moins sur un mode transmissif. Les comptes rendus et le streaming sont appréciés, même pour ceux qui viennent en présentiel. Ils les ont utilisés pour revoir des points de cours, car pour certains, il est difficile d'être dans l'échange, la prise de notes. Il n'y a vraiment qu'une personne qui est très autonome, qui vient au regroupement, qui
n'a pas regardé et n'a pas utilisé. Alors le tutorat, lui, il y a une grande demande de personnalisation, hein, avec des retours très personnalisés sur les devoirs envoyés par mail à l'enseignant. Les délais de réponse, en général, ils sont vraiment, au moins en région centre, hein, jugés satisfaisants, avec certains enseignants très présents et à l'écoute, mais l'inverse existe aussi. Les auditeurs ont quand même conscience que, à distance, chacun a son propre rythme, hein, enseignant, auditeur. Par exemple, l'auditeur qui ne peut travailler que les week-ends, il n'attend pas forcément une réponse immédiate de la part de son enseignant, mais il note juste que, bah oui, il y a un décalage entre le moment où il a posé sa question et où il pourra exploiter la réponse, hein, que le week-end d'après. Le tutorat proactif, alors lui, il est peu pratiqué, mais très apprécié, surtout quand il est individualisé et vu comme un soutien motivationnel. Certains enseignants mettent en place des tableaux de suivi des auditeurs. La communication, on l'a vu principalement par mail avec les enseignants. Les auditeurs ont du mal à communiquer entre eux quand ils n'ont pas eu l'occasion de se rencontrer. Les forums sont très peu utilisés. Quand ils sont utilisés, c'est pour des informations essentiellement d'ordre organisationnel. Donc on va les consulter, mais on n'y poste pas forcément des choses. Quelquefois, c'est quand même utilisé par les enseignants pour des questions qui leur ont été posées par mail et dont la réponse peut intéresser tout le groupe de formation. D'un côté, si les auditeurs souhaitent avoir plus d'échanges entre eux, d'un autre côté, ils veulent que ce soit pertinent par rapport à leurs apprentissages, et puis encadré dans des fils de discussion organisés, et pour ne pas y passer trop de temps. Il y a toujours ce souci de rentabiliser son temps. Les outils numériques, alors le gros scoop du jour, c'est Pléiade qui manque d'ergonomie, aussi bien les auditeurs que les enseignants, hein. Ce qui amène certains enseignants à communiquer en dehors de la plateforme. Mais en général, les outils du web et du numérique, même en présentiel, sont peu utilisés. On a plutôt affaire à des ressources type texte. Certains auditeurs pensent que la pratique des outils de veille, des réseaux sociaux, des outils collaboratifs relèvent de pratiques individuelles et ils ne souhaitent pas que leur utilisation dans la formation soit plus développée, tout simplement aussi par peur de se disperser, hein. Tous pensent que seuls les outils spécifiques à la discipline doivent être utilisés. Par exemple, il y en a qui ont des outils de gestion en économie ou spécifiques en maths, etc. Alors là, le dernier point, la classe virtuelle. Un seul enseignant, là, au moment de l'enquête, en avait une expérience en tant qu'apprenant et n'avait pas encore pu mettre en œuvre dans son lieu. Tous se montrent intéressés et demandent à voir. Pour les auditeurs, aucun n'en avait l'expérience. Par contre, ils ont quand même beaucoup de questionnements, hein, sur comment cela va être mis en place, si c'est à la place des groupements, si c'est en plus, si c'est en individuel, si c'est le soir, etc. pour pouvoir aussi s'organiser. Alors, ce qu'on remarque, c'est un manque de lisibilité de l'offre, hein, et des modalités des UE. Il y a encore du travail à faire. Un des axes pour rendre l'offre plus lisible et attractive, c'est réinvestir le cœur de métier de l'enseignant, c'est-à-dire essayer aussi de recréer une relation pédagogique à distance en formalisant le tutorat, avec 2 grands axes de travail: soutenir les apprentissages et favoriser la communication. Pour soutenir les apprentissages, on peut proposer de mettre systématiquement un planning détaillé des UE, avec les dates, les activités proposées, etc. Les prérequis, ils sont déjà mentionnés dans la fiche descriptive de l'UE, qui peut être mise en ligne dans l'UE elle-même. Et il est possible aussi de reclarifier les attendus
et mode validation de l'UE en amont. C'est des choses aussi que de toute façon le décret du 20 août 2014 sur la FOAD va de toute façon nous amener à faire, quoi, hein. D'ailleurs, vous pouvez consulter cet arrêté dans l'espace tuteur. Après, il faut aussi trouver un équilibre entre cette demande très individuelle, de tutorat très individualisé et un tutorat proactif. Ben là, il ne s'agit pas de créer ou imposer des outils de suivi non plus trop complexes, mais justement de réfléchir à ce qu'on pourrait inventer qui ne donne pas une surcharge de travail trop importante. Peut-être qu'un simple tableau peut suffire. Pour la FOAD où les regroupements ne sont pas obligatoires, qu'il y a systématiquement un compte rendu, ça pourrait être bien. Et puis après, il y a une réflexion aussi à avoir en ce qui concerne le streaming pour rendre cela plus facile et accessible à tous. Une charte tutorale hein, aussi. Un travail est déjà entamé dans ce sens hein, suite à l'UE Prof mise en place en juin-juillet dernier et qui a été renouvelée ce semestre dernier. Il s'agit dans un premier temps de créer une charte commune que chaque enseignant pourrait éventuellement adapter. Le second axe, hein, favoriser la communication entre les auditeurs par la connaissance des uns des autres, alors que c'est bien dans les pratiques en présentiel, à distance, il n'y a aucune présentation de l'enseignant, ni même des auditeurs, ce qui veut dire que si un auditeur ne va pas au groupement, il ne peut rien savoir sur son enseignant. Plus utiliser aussi les forums et développer comme ça, essayer de développer un sentiment d'appartenance à un groupe et de développer le tutorat par les pairs. Développer l'utilisation des classes virtuelles auprès des enseignants. Il est prévu de faire un module auto-formatif sur les aspects techniques et pédagogiques et de le mettre à disposition d'ici septembre dans l'espace tuteur. De même qu'il est prévu d'améliorer l'information des auditeurs sur cette modalité. Alors bien sûr, on remercie l'ensemble des personnes qui ont participé à cette enquête et nous espérons que ce retour sur cette étude vous a intéressé. Nous reviendrons vers vous en reprenant la publication d'une newsletter spécifique sur le e-learning et pour vous permettre de suivre l'avancée de nos travaux. Et merci de votre attention.